Allô? Allô, allô? Allô? Il y a quelqu'un? Tu nous entends? Oui? Oui, on t'entend. Noé? Vous êtes là? Oui, tout à fait. Oui! Oui! Ils sont là! Hello! Bonsoir à tous, bonsoir Bonsoir. CLC, bonsoir Redilu, bonsoir Noé, Noé Bonsoir, Monin, Greg. et bonsoir à notre invité de ce soir, Benjamin Benetto. Bonsoir Benjamin, bienvenue dans l'atelier virtuel. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien, ravi d'être devant ces 182 000 personnes qui nous regardent actuellement C'est sur ça. Twitch. À plus ou Oui. moins deux, il y a déjà Valérie qui nous dit salut, Anne-Claire qui nous dit voilà, il y a quand même un petit peu de réaction déjà dans le chat. Merci à tous de nous rejoindre et bienvenue dans notre rendez-vous de mardi de l'atelier virtuel, la 11e rencontre dessinée déjà. Et je crois que c'est la 16e déjà, 16e semaine consécutive que nous sommes là. Le stade de Bayeux est debout, nous dit Denis en commentaire, et donc bienvenue à notre invité. Le fan club de Bayeux est là! C'est ça. Bienvenue à notre invité Benjamin Benetto, pardon. Et également, bienvenue à Noé, donc Noé Monin, qui avait fait l'objet d'une précédente émission, hein, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, ceux qui n'ont pas encore vu la rediffusion de cette émission, qui est également disponible sur YouTube. Et Noé, je t'ai invité ce soir parce que tu as... comment je pourrais décrire un rapport particulier avec l'invité de ce soir? Vous êtes en atelier en commun? Oui, voilà. Je ne connais Ouais. pas cette personne. N'écoutez Non, pas non. ce qu'il dit, c'est que des mensonges. C'est que des mensonges. Ouais. Donc, Et- oui, donc ce soir, tu m'as invité pour co-animer un petit peu cette émission. C'est ça, Un et peu, je te charge dès maintenant de nous présenter un petit peu notre invité. Là, on voit déjà un petit peu, pour ceux qui connaissent le monde de la BD, je vois quelques indices comme ça. Si mon père était là, et dans les commentaires, il nous mettrait tout de suite « Oh, Michel Vaillant !» C'est vraiment un des héros de son enfance. Vas-y, je te laisse faire, Noé. je vous présente donc Benjamin Benetto, dessinateur de Michel Vaillant depuis une douzaine d'années maintenant, voilà, il a dessiné ça, c'est C'est ma dernière. sa dernière œuvre mise en couleur par Antoine Lapasset d'ailleurs. Et du coup, donc voilà, Benjamin qui dessine Michel Vaillant depuis 12 ans, que je connais à peu près depuis 4 ans. Benjamin qui a grandi à Tahiti et qui est arrivé donc en Belgique à Saint-Luc pour faire ses études. Est-ce que tu te rappelles de cette époque, Benjamin? Oh ben non, parce que j'étais trop jeune. À l'époque, j'avais 9 mois. Non, c'est pas vrai. Donc, ouais, je suis arrivé en Belgique en 2002 pour faire des études de bande dessinée à l'école Saint-Luc. Et j'y suis resté donc 3 ans. Et je suis resté en Belgique, par contre, pendant 17 ans au total. Donc, ça fait 4 ans qu'on se connaît avec Noé, parce que ça fait 4 ans, en gros, que je suis rentré en France et que j'ai pu Voilà. aller squatter son canapé à Rennes. Voilà. Parfait. Et donc, c'est ça, je parlais en préambule de Michel Vaillant. Est-ce que tu te définis comme ça en tant qu'auteur, ou est-ce que le métier a fait que tu es passé par cette série? Comment tu décrirais un peu ton rapport à la bande dessinée? Comment t'es venu à avoir envie de faire de la bande dessinée? Alors, au départ, je voulais faire de la BD au sens le plus large. Au départ, en fait, au tout départ, je voulais faire de la réalisation. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais raconter des histoires, je voulais être réalisateur de films, et j'ai appris que pour rentrer à la seule école de cinéma que je connaissais, c'est-à-dire la FEMIS, il fallait que je fasse un bac plus 3. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à faire 3 ans d'études, autant les faire dans un autre truc qui me plaît, c'est la bande dessinée. J'étais pas vraiment dessinateur, en fait. J'étais plutôt, j'aimais bien raconter des histoires avec des petits bonhommes bâtons et beaucoup de texte. J'aimais bien dessiner des choses un peu techniques. J'aimais bien dessiner toutes sortes de bateaux, bagnoles, tout ce qu'on veut. Mais pas vraiment des personnages. Je suis arrivé à l'école Saint-Luc donc en me disant c'est cool, je vais faire de la bande dessinée et après je ferai du cinéma. Et puis au final, bah, ça m'a beaucoup plu, la bande dessinée. Je me suis dit je vais continuer. Et surtout, j'ai rencontré quelqu'un que l'atelier virtuel connaît bien, Mathieu Laufray. Mathieu Laufray était en exposition je crois où il était un vernissage, une exposition, je sais plus, à Saint-Gilles, dans la commune de Bruxelles où j'habitais.
Et il venait de travailler sur différents films. Je ne sais plus quel était le film qui venait de sortir. Il me semble que c'était Les Brigades du Tigre ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ouais, Et je lui ai parlé du cinéma en me disant... Pardon ? Oui, c'est ça. Ouais. Pour Les Brigades du Tigre. Et je lui ai parlé de... Je lui ai dit, ah ouais, alors vous faites... Parce que je vous voyais, hein, peut-être que maintenant j'aurai le droit de le tutoyer. Vous avez fait du cinéma, alors parce que moi j'aimerais bien après la bande dessinée machin. Puis il m'a expliqué qu'en fait, il en était un peu revenu du rêve du cinéma parce que le cinéma c'est cool quand ça se passe bien, qu'on a les budgets qu'on veut, mais la plupart du temps on a un budget assez serré et il y a tellement d'intervenants, tellement de retouches que l'idée originale peut rapidement se transformer en quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on voulait faire. Et il a dit, moi, même si je suis beaucoup moins payé dans la bande dessinée, je trouve beaucoup plus mon plaisir et ma liberté créatrice dans la bande dessinée. C'est pour ça que je continue la BD. Et voilà. Ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas plus mal de faire de la BD si j'ai envie de raconter les histoires que j'ai envie de raconter. Il se trouve que pendant un des exercices, je crois qu'on était en dernière année à Saint-Luc, donc ça devait être quelque part en 2004, j'ai fait une histoire courte on devait faire des histoires courtes, et j'ai fait une histoire courte où j'ai dessiné des motos et des voitures avec un grand bruitage derrière. Et donc on m'a dit t'es Michel Vaillant et puis j'ai fait non, pas du tout, ça n'a rien à voir, je vois pas pourquoi vous dites ça. Et ils ne savaient pas, personne ne savait, je ne savais pas qu'une dizaine d'années plus tard, même pas, en fait c'était on était en 2004, en 2011 en fait, donc 7 ans plus tard on me proposerait Michel Vaillant. Donc en fait, flash forward, en fait je suis sorti Saint-Luc en 2005. On m'a proposé de travailler sur les décors d'Alter Ego en 2008. Alter Ego, donc une série concept chez Dupuis. Le principe, c'est qu'il y a 6 albums qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut. 6 albums, 6 personnages, une seule histoire comme 6 pièces de puzzle. Et bonjour tout le monde, je vois des petits bonsoirs qui apparaissent. Oui, c'est ça, on a Fugoziman qui dit bonjour, Ben Beka Colors. Ben Beka qui est là. Ben On montrait ton travail tout à l'heure, sans te nommer d'ailleurs. Ben Beka, avec qui j'étais en atelier pendant une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça, à Bruxelles, et qui a déjà d'ailleurs fait des couleurs sur la série Alter Ego. Et voilà, donc Alter Ego, et puis en 2011, quand Alter Ego sort, il se trouve qu'au même moment, Michel Vaillant arrive chez Dupuis. Donc Graton Éditeur s'associe avec Dupuis. Il cherche un dessinateur de décors. Il se trouve que je fais les décors d'Alter Ego. Donc on me dit, tiens, tu veux faire des décors, mais juste des décors, hein, c'est-à-dire des bruitages, des décors, mais pas les voitures. Parce qu'en fait, c'était sur le dossier Schumacher, que je peux vous montrer ici. Il y a une petite particularité d'ailleurs, dont je parlerai après. Le dossier Schumacher, c'est là où j'ai fait mes premiers bruitages. Donc là, c'est un bruitage à moi, je crois. Oui. D'accord. Donc t'es un peu le Rodriguez de la BD, tu fais des bruitages. Voilà, donc ça c'est mes premières planches, et surtout le dessinateur des voitures plutôt n'avait plus le temps de les faire parce qu'il avait un vrai métier. Et donc on m'a dit, Philippe Graton, le fils de Jean Graton qui gérait Graton Éditeur et qui était le scénariste, m'a dit est-ce que je suis bien embêté de te demander ça, mais est-ce que tu sais dessiner des voitures Et j'ai fait oui, en fait j'adore ça depuis que je suis tout petit, j'aime bien. Non, je l'ai même pas dit, j'ai dit non, c'est cool. Et j'ai fait des voitures, donc c'était justement l'histoire courte sur laquelle je suis tombé. Donc ça, c'est les premières voitures que j'ai faites pour l'univers de Michel Vaillant, avec en une seule page 2 morts, la mort de Ratzenberger et la mort d'Ayrton Senna. C'est un peu une belle entrée en matière. Et c'est comme ça que j'ai fait en fait mon galop d'essai pour Michel Vaillant. En même moment, j'ai appris que Denis Lapierre, avec qui je travaillais sur Alter Ego, faisait des essais pour la reprise de Michel Vaillant, pour une nouvelle saison de Michel Vaillant. Denis m'a dit j'espère qu'on pourra bosser ensemble. C'est Philippe qui décide. Et quelques mois plus tard, Philippe m'a dit ça te dirait de faire les voitures et décors voilà, merci Denis. Tu vois, il est pratique, hein. On n'a même pas posé la question en fait. C'est parfait. On va te laisser parler. Faut juste faire stop.
Oui, on va Juste faire. pour dire- Et si on le faisait dessiner un petit peu, parce que là, c'est bien gentil de t'entendre Exactement. parler, mais on a envie de te il y voir a en deux- action. il y a Denis qui nous dit depuis tout à l'heure, je suis fasciné par l'énorme casque de Noé. En fait, Noé est en direct de Ouais, Monza, tu sais. tout à fait, absolument. On C'est n'entend très très pas, il y a loin. les F1 qui passent derrière. C'est grâce à Discord et son filtre audio. Et c'est Ouais, pour se protéger des absolument. énormes bruitages. Non, mais sinon, on entend mal, Denis, parce qu'on a un super micro de gamer. C'est ça, effectivement. Donc, figure-toi, donc, Benjamin, quand j'ai proposé à Noé, tout d'abord, il me disait, ah, t'es sûr? Et puis maintenant, en fait, il a plein de trucs à te proposer. Et je te laisse la main, Noé. Il voulait te proposer un premier défi. Alors, est-ce que Oh, c'est... c'est pas vraiment un défi, c'est une Ouais, sorte de. entrée en Ça va devenir un matière? classique. Ouais, c'est une entrée en matière, ça va être un classique, on va dire, des entrées en matière de l'atelier virtuel. Comme tu parlais tout à l'heure de ton entrée à Saint-Luc, et que le premier exercice qu'on va te demander, c'est un autoportrait. Tu vas te dessiner quand tu arrivais à Saint-Luc. Quand je suis arrivé à Saint-Luc, alors attendez. Absolument. Le Est-ce que tu es petit arrivé Benjamin au qui arrive à volant d'une Saint-Luc, voiture? qu'est-ce qu'il avait dans la tête à l'époque? Voilà, vas-y, dessine-moi ce petit Benjamin qui arrive à Saint-Luc. Dessine-moi, Benjamin. Oui! Attendez, excusez-moi. Un courage liquide. Il y a Fuguzimon aussi qui nous demande qu'est-ce qui fait une bonne onomatopée? Et j'ajouterais même, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise onomatopée? Euh, Qu'est-ce qui fait une bonne onomatopée? Ben, moi, déjà, j'ai pas eu trop à me poser la question parce que c'était par rapport à ce qui se faisait dans Michel Vaillant. Donc, j'essayais de reproduire ce que je voyais dans Michel Vaillant. Et ce qui se passe, c'est je pense qu'il faut l'entendre. C'est aussi con que ça. C'est une onomatopée, si tu l'entends pas quand tu l'as fait, ça marche pas. Alors, moi, Ouais. j'essaie de faire des onomatopées où j'ai l'impression de. Alors, c'est important les oreilles, hein, d'abord. Ah, Renan nous fait Pour entendre. Renan nous fait une onomatopée, ça sent pas bon. Merci Renan. Oh, mais dommage C'est qu'il soit pas entré là. en matière. Mais ici, il est là, mais il est dans les commentaires. Non, mais Prononce nous regarde. Toi qui nous regarde de là-haut, du premier étage. Pardon. Euh, je m'essaye au. Alors je vais tenter de retranscrire le commentaire de Denis qui dit il faut tous parler en onomatopée de Michel Vaillant. Le Doppler effect, je sais pas si ça a marché avec mon micro, mais... Malo précise que tu es en train de dessiner Nicolas Sarkozy. Bah, maintenant, on sait pourquoi j'ai choisi le nom de ma mère. Ah, Personne n'a compris la blague, va non? falloir nous expliquer. Ah oui, non, je sais pas. Ah oui, Beneteau, genre ce serait le nom de ma mère. Hmm. ça y est, j'ai Non, compris. vous êtes Ok. nuls. C'est le nom de mon père, je m'appelle bien Beneteau. Donc, Sarkozy Benetto. C'est vrai qu'on dirait vraiment Nicolas Sarkozy. Bon, bah, alors déjà, je vous emmerde. Ça, c'est clair. Et Non, les mais autres, non, ils c'est très pensent que bien. Tu peux partir dans le dessin de presse, lapin, ça va être bien. Et attends, je crois que pour compléter le. Fais-lui des épaules Non, relevées, c'est dit que Renan. je me suis fait un regard trop dur. Il faut que je. En fait, j'ai des grands sourcils noirs. Je les avais déjà à l'époque. Je les ai pas changés depuis. Mais je crois qu'il faut que je les adoucisse. Voilà, comme ça. Mieux. Voilà. Et puis Oh. on va faire un truc très important. C'est le petit coup et la chemise. Ah. On a Ben qui dit que tu devrais démarrer la série Le Petit Sarkozy. Ouais, ouais. Mais bah, c'est dommage. Je l'aimais bien, j'ai été ami pendant très longtemps avec Benoît et bah, ça s'est fini ce soir, c'est con. La fin d'une amitié. Une amitié se termine en direct. Voilà, on a déjà le titre de Ah, c'est l'émission, con. c'est parfait. Voilà. Avec, faut pas oublier la chemise à fleurs que je portais beaucoup à l'époque. Voilà, j'arrivais, j'étais mal nourri, j'étais étudiant. Je mangeais beaucoup je me nourrissais en particulier de pâtes.
et, et de riz, comme tous les étudiants. Et non, en fait, j'avais pas vraiment de cerne sous les yeux parce que je dormais beaucoup. J'avais remarqué ce truc-là, c'est que l'année du bac, j'avais plein de sommeil en retard. Et puis quand je suis arrivé à Saint-Luc, en fait, on avait des horaires très cool et je dormais plus que de raison. J'avais pas internet, j'avais pas d'amis. Je me couchais à 22h30. Je me levais à 8h. J'avais trop de sommeil en stock. Voilà, il est beau, hein. Je Il m'aperçois est que tu parles à magnifique. l'imparfait tout en buvant une bière. Et il est déjà 21h20. Sera-t-il couché à 22h30? Pas sûr. Et Pas donc, certain. si j'ai bien compris, tu es arrivé à Saint-Luc pour faire. Pas, tu savais déjà que tu allais faire de la BD à ce moment-là ou tu étais encore entre les deux, entre cinéma et. Comment. Je me disais, je vais faire de la BD, puis on verra bien après. Donc D'accord. je suis arrivé à Saint-Luc parce que c'était une école qui était vachement pratique. Je ne le savais pas encore, mais ça venait de changer. Quand on m'a parlé de Saint-Luc, on m'a dit que c'était une école qui était où on rentrait de toute façon. C'est-à-dire il y avait un concours d'entrée, et si on ratait le concours d'entrée, on était pris quand même et on allait en première année, en année préparatoire. Donc je me suis dit, c'est génial, je n'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit. Je peux débarquer les mains dans les poches, et puis si ça va pas, je ferai l'année préparatoire et puis tout ira bien. Et en fait, c'est l'année où il n'y avait plus d'année préparatoire. Donc je me suis dit, merde, j'ai fait 15 000 km depuis Tahiti, parce que je venais donc de Tahiti, comme on peut le voir de manière subtile sur mon dessin. Bon, ça peut être la Euh, Martinique, hein. ouais, Ou alors Cannes. attends, pour que ce soit, il faut que je fasse pour que ce soit Tahiti. Il y aura des montagnes et tout, il y aura du soleil. Des nanas, non, parce que je n'avais pas de copine, j'avais rien, j'étais très mauvais avec les filles, c'est très longtemps le cas. Ma femme en est très contente d'ailleurs. Et donc, quand je suis arrivé, et j'ai perdu le fil à force de dire des conneries. Voilà. Je note un truc par rapport, pour faire la synthèse de tout ce que tu disais tout à l'heure au sujet du cinéma, du fait que le film pouvait devenir complètement autre chose, de par le fait qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient dessus. Et en fait, je me rends compte quand même que dans le fonctionnement et dans le fait que tu gravi les échelons comme ça, c'est-à-dire en commençant d'abord par bruiteur à faire les bruits, puis les décors, puis les voitures, puis carrément tu as fait un Michel Vaillant tout seul, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu trouves pas finalement que dans ce fonctionnement-là, qui est pas forcément le cas de toutes les bandes dessinées, il y a un peu une production quand même à la manière du cinéma avec des postes attribués, avec plusieurs personnes et chacun leur savoir-faire? Alors si, mais alors il y a un truc particulier avec ça, c'est que ça a toujours été le cas. On se rend pas forcément compte, mais moi en fait je fais partie de la génération des décorateurs, des décoristes de BD, comme j'aime dire. Les décoristes de BD, je fais partie de la génération où on a notre nom sur la couverture, voire notre nom simplement dans l'album, mais le fait est que des décoristes de BD, il y en a depuis quasiment que la BD existe, et c'est juste qu'on n'était pas au courant. Et donc cette logique de studio existe depuis aussi longtemps que la BD est connue. En particulier, on a le studio Tintin, on a le studio Hergé évidemment. Même il faut savoir un truc que j'ai trouvé drôle quand j'ai commencé à parler de ça, c'est que Tibet n'a jamais dessiné Tibet, c'est ça, Hmm. n'a jamais L'auteur de dessiné une Ricochet, c'est ça? seule. Oui, c'est ça. Ouais, le dessinateur de Ricochet. Il n'a jamais dessiné une seule Porsche 911. Ah. La fameuse Porsche de Ricochet, il ne sait pas la faire. C'était son décoriste. Attention, Dont j'ai breaking oublié le nom. news, priorité au direct, je vous annonce qu'on a un raid, c'est peut-être bien le premier raid de la chaîne. On a Aurélien Morinier qui nous fait le plaisir d'amener quelques-uns de ses viewers. Salut Aurélien et salut à tous, bienvenue. Salut Aurélien. Alors Aurélien Morinière, qui pour ceux qui ne le savent pas, est un excellent, est un incroyable dessinateur, dont j'ai fait la connaissance au Sable d'Olonne. Alors on était sur la plage, non, on était au Sable d'Olonne et c'était très. Bonjour Aurélien. Parfait. Et Noé, tu Euh, voulais proposer le- une deuxième partie à l'autoportrait, non? Oui, on va évoluer un petit peu dans le temps. Maintenant, tu vas faire ton portrait maintenant. Un avant-après. Et tu vas commenter. Ouais, Est-ce que tu t'es je vais bonifié faire ou pas? mon portrait maintenant. ouais. Alors mon portrait maintenant, je vais le faire au-dessus.
Il se passe. Denis me précise que c'est le second raid, excuse-moi Denis. Faudrait pas que je dise des bêtises, hein, quand même. Oh la triche. Ouais, un petit peu. Tu quand vois, même. tu sens un petit peu Noé cette manière qu'il a de Oh, dire bah merde. je n'ai pas changé. Tu sais, il prend juste le même perso, tu vois, et il rajoute une barbe. Ah, du coup, il a l'air chafouin maintenant sur le dessin. Ouais, ouais. Voilà. Tu vois, Ben est choqué aussi, il dit oh, il décalque. Ouais. Ah Bah, ben, c'est mon métier. on passe de Sarkozy à Edoui Pianel, c'est pas mal. Sarkozy au Mexique, nous dit Denis. Et Aurélien Morinière trouve qu'elle est bizarre la voiture que tu dessines. Ah, bah, c'est le seul qui a vraiment vu ce que j'étais en train de dessiner. Merci Aurélien. Narcosie, dit Valérie. C'est bien, c'est qu'on peut toujours compter sur les collègues. C'est vrai. Le concept de fou. Ah ouais, il prend 50 ans d'un coup, là, quand même. Bah écoute, il a pris 30 ans. Non, pas 30 ans. Qu'est-ce qui manque? Il a le moustache qui manque bien. Voilà, c'est moi dans. Allez, c'est moi dans quelques années, on va dire. Yes. Une petite queue de cheval à mettre sur le côté, ou un truc comme ça. C'est marrant parce que Ah là, bah, la tête toute seule qui flotte, on ça va me fait vraiment. Tu parlais de Ricochet, ça me fait vraiment penser à la tête de Ricochet sur la couverture, là, tu sais, qui flotte tel un logo. Alors, l'adresse dans le bandeau n'est plus correcte. Tiens, tiens. Il va falloir que je change ça. Voilà, bah, je peux parler en même temps. Hein, dites-moi Oui, des oui, trucs. oui, Oui, alors, qu'est-ce qu'on va te raconter? Moi, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis au bout de ma vie, là. oui. Oh. Mais non. Non, moi, j'avais une question à te poser parce que je vais te faire un aveu, et c'est aussi un peu comme ça qu'est venue l'idée d'un second présentateur en backup, en renfort. Avant de te proposer de t'inviter, je n'avais jamais lu un Michel Vaillant. Mais jamais, au point que j'ai dû un petit peu voir l'historique. Alors, mon père est un énorme collectionneur de BD, il en a 10 000, je pense, un truc comme ça. Et donc, il y a bien dans sa collection tous les Michel Vaillant, mais j'ai toujours eu un truc qui m'est un peu tombé des mains quand j'étais petit, probablement parce que j'avais pas la fibre, j'étais pas passionné par les voitures. La Euh, fibre est arrivée bien plus il y a quelques années seulement. ouais. Toi, Des années? La fibre est arrivée assez tard. Avant, c'était la Ah, DSL et encore 56K. D'accord. Ça, c'est fait. Voilà, je te demande pardon de t'avoir coupé. Non, je suis désolé. Et en lisant comme ça, alors je vais en profiter un petit peu pour montrer voilà, ton œuvre, travailler les planches sur lesquelles tu travailles. J'ai réfléchissé un petit peu comme ça et je pensais aux adaptations, aux films avec des avions, aux films avec des voitures. Je me dis, j'ai déjà un peu un élément de réponse personnelle, mais je voudrais connaître ton avis. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un rapport particulier entre la mécanique et la bande dessinée? Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Tu veux dire que la bande dessinée est un bon endroit pour mettre en scène de la mécanique. C'est un peu ça que je veux dire, dans le sens où ben, filmer des avions à réaction, c'est pas facile à filmer. Filmer des voitures qui vont très vite, c'est pas facile à filmer, à moins de les filmer de très loin. Je sais qu'il y a des gens qui regardent la Formule 1, mais j'ai jamais trouvé forcément ça très... Je regarde la Formule 1.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, à filmer, tu vois, on est quand même obligé souvent de filmer de loin pour ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Là où la BD permet d'aller au cœur des courses un petit peu. Je fais rire les gens. Non, je Non, sais. c'est Malo qui vient de sortir Ah, tu n'hésites pas à reprendre hein, quand je suis. Non, tout va bien. Voilà. Et Ouais, joli. Je viens de voir Malo. Bien vu, Malo. Écoute, on l'avait jamais fait. Je trouve ça bien trouvé. En fait, tu as exactement, je pense que tu as mis le doigt exactement au bon endroit, c'est que, sans mauvais jeu de mots, c'est que la bande dessinée permet de faire, de mettre en scène des choses qui coûtent très cher à mettre en scène au cinéma à bien moindre frais, et ce, même avant l'invention du cinéma quasiment. Ou en tout cas, dans les années, quand Michel Vaillant a commencé, c'était en 57. En 57, il n'y avait pas grand-chose de très spectaculaire, d'autant spectaculaire que ce qu'on peut voir maintenant au cinéma. Il y avait évidemment de temps en temps des films avec de la bagnole, mais c'est pas du tout la même chose. C'était beaucoup plus compliqué de mettre en scène des courses automobiles. C'est arrivé assez rapidement, mine de rien. Je crois que c'est en 66 qu'apparaît le film Grand Prix avec, de John Frankenheimer, qui est génial, il faut absolument le voir. Et puis la bande dessinée, ça a toujours permis en fait, c'est le lieu de la mise en scène du spectaculaire parce que de toute façon, le réalisateur, il a tout le budget qu'il veut, quoi. La seule limite, c'est le talent du dessinateur, du narrateur pour réussir à faire quelque chose de correct. Mais quand on regarde une BD qui est très peu connue d'un auteur obscur, je pense à Universal War One, de Denis Bajram, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Non. En fait, voilà, Denis. En fait, c'est quelque chose qui, à l'époque où ça a été fait, je pense que c'était très compliqué de faire ça au cinéma. Il aurait fallu pas mal de budget, exactement comme un Star Wars ou des choses comme ça. Denis, à lui tout seul, il a pu faire, il a pu raconter toute cette histoire. Bon, ça prend un peu de temps de le faire tout seul, forcément, mais la bande dessinée est parfait pour ce genre de développement, en fait. On a Ronan qui nous dit on peut dire que Benjamin en a sous le capot. Je peux pas prendre tous les commentaires et ils mènent une vie parallèle là-bas. Mais alors, ça fait plaisir. Et, et j'en profite alors je vais te poser la question en même temps. Merci pour tes dessins. Pense bien à tout garder. Hein. On fera quelques publications Instagram à l'issue de l'émission. En tout cas, bravo pour tes portraits. Déjà, on voit quand même que t'as un talent certain. Tu ne sais pas faire que des sons, voilà. tu sais faire des personnages aussi. Je voudrais que tu nous dessines. Alors, est-ce que tu as un modèle de voiture de prédilection que tu voudrais nous dessiner, une voiture que tu connais par cœur, par exemple? Et j'en profite pour te poser cette question parce que là, on va te voir dessiner une voiture en direct. Et l'exercice particulier de la bande dessinée de voitures de course et d'avions, c'est on demande aux auteurs d'être capables de représenter presque à la vis près, au rivet près, l'exactitude d'une voiture. Est-ce que c'est une difficulté pour toi et surtout... est-ce que ça reste du dessin ou est-ce qu'on rentre dans du dessin technique qui a besoin d'être documenté? Comment tu te positionnes par rapport à toute cette notion-là? Et si tu arrives à ébaucher en même temps un dessin... Alors, qu'est-ce que je vais faire comme vous? Alors voilà, déjà je vais être très transparent avec nos chers téléspectateurs. Okay. Madame, monsieur, on vous ment. Mademoiselle. La bande dessinée, ce sont des gens qui trichent avant tout. La bande dessinée, ce sont des gens qui ont plein de techniques pour réussir à vous faire croire qu'ils ont du talent, alors qu'en vrai, ils ont de la documentation. Donc mon secret à moi, c'est que j'ai des photos et j'ai de la 3D. Et donc grâce à ça, en fait, je peux dessiner tous les véhicules que je veux. C'est pareil pour les bandes dessinées d'avion ou tout ce que vous voulez. En règle générale, si on n'a pas de documentation, ça se voit parce qu'en fait, c'est l'Heroic Fantasy. Pardon. Bisous à tous les copains qui font l'Heroic Fantasy. Je vous aime. Mais en fait, le truc, c'est que la documentation, c'est le cœur de mon travail quand je fais une bande dessinée de Michel Vaillant. Je vous sors le dernier album, celui-là. Dans celui-là, chaque scène, chaque plan, chaque voiture, chaque dépassement, tout ça est basé sur des photos
Ronan qui nous fait en fait Benjamin, c'est un pervers, il a plein de photos de bagnoles nues sur l'ordi. Exactement, je les regarde quand ma femme n'est pas là. Et en fait, Ou avec elle, mais pourquoi quand elle est pas là un certain Denis Bajram nous dit en commentaire, moi avec les vaisseaux, j'ai pas de documentation et j'ai pas de 3D 1. Voilà. Oui, mais j'ai jamais dit que j'avais du talent. Voilà, la différence c'est que Denis a du talent et moi pas. Donc, en effet, moi je me sers de tous les outils que j'ai à ma portée, c'est-à-dire la photographie et la 3D. C'est-à-dire que, donc pour le dernier album qui est sorti, j'ai fait quelque chose comme 1500 photos du circuit quand je suis allé faire le tour à vélo. J'ai fait peut-être la même quantité de photos dans les stands et tout ça. J'ai récupéré des centaines de photos des différentes voitures que je mets en scène. Et surtout, la Vaillante est faite en 3D. Donc la Vaillante est en fait... je peux la voir sous tous les angles et la mettre en scène comme je veux pour pouvoir la mettre en scène au milieu d'autres voitures. Par exemple, sur la couverture, elle est à côté d'une Peugeot. La Peugeot, c'est une photo au départ et je positionne la 3D pour que ça marche. Ah oui, tiens, c'est une version Work in Progress, je vois le PDF que je t'avais envoyé. Bah, c'est bien, on travaille sans la couleur. Et en fait, tout le gros de mon boulot, c'est de trouver de la documentation qui va me permettre de faire l'image que je veux. Des fois, il n'y a pas la documentation exacte. Des fois, évidemment, les voitures sont un peu différentes ou quoi, j'ai des retouches à faire. C'est d'abord ça. Donc là, si je fais une voiture de tête, je vais faire une des voitures que je connais le mieux, c'est-à-dire une dévaillante. Une dévaillante que j'ai dessinée des milliers de fois en dédicace. Si je veux faire une voiture que je connais moins bien ou une voiture que j'ai fait moins souvent, j'aurais besoin d'avoir une photo sous les yeux pour me rappeler des détails. Et grâce à ces photos, on peut faire tous les boulons. Et la perversion la maladie mentale d'un dessinateur se mesure au fait qu'il va aller très loin dans le détail ou pas. Et je suis une maladie mentale. Et t'as fait... comment dire, ton habitude à prendre des photos tout le temps pour de la documentation et tout ça, c'était avant que tu commences à le dessiner ou tu as toujours été comme ça? Non. En fait, mon habitude de prendre des photos tout le temps, parce que donc Noé est bien ravi que je prenne des photos quand on va boire un verre avec des potes parce que je suis le seul à le faire. Puis après, Il en prend à peu près 300. Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, j'ai toujours... dès que j'ai eu un téléphone portable qui permettait de prendre des photos, je me suis très rapidement dit « Ah tiens, on ne sait jamais, pour de la doc, je vais prendre une photo. » Et puis c'est devenu une habitude, et puis après, petit à petit, maintenant, nos téléphones sont c'est devenu une maladie, mais c'est très bien. Et on note également que quand tu te parles à toi-même, tu prends la voix de Bourvil. Qui dit ça? Ah, le fils caché de Sarkozy. D'ailleurs, à propos de Bourvil, il y en a qui demandent, Denis et Valérie demandent, tu as bien fait le tour du circuit à vélo? Ils se demandent s'ils ont eu une hallucination auditive. J'ai fait le tour du circuit des 24 heures du Mans à vélo. On peut le faire. En fait, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est le vendredi de la course. En fait, le vendredi des 24 heures du Mans, la piste n'est pas ouverte. Le vendredi après-midi, la piste est ouverte au public. C'est-à-dire que pendant 3 heures, je crois, 4 heures, je sais plus, n'importe qui peut venir sur la piste, marcher sur la piste, faire le tour de la piste. Il y en a qui le font à pied, il y en a qui le font en courant, il y en a qui le font à vélo parce que 13 km à pied, c'est un peu long. Benjamin dessine. C'est ce que j'ai fait. Benjamin dessine. Parle, mais dessine. Oui, bon, ça va. Bon, alors, je vais vous faire une petite compotée de... Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur ? Une 2 chevaux. Une 2 chevaux. 2 chevaux. Et Manon je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Comme dans la chanson de Bourvil, mais c'est pas une chanson d'Yves Montand. Merci. Oui, alors je vous laisse vous disputer à ce propos. Oui. On va prendre celle-là. Allez. Moi, je pense que tu pourrais peut-être nous faire, comme ça, toi à vélo qui fait la course avec une vaillante, mais bon. Alors, c'est dommage, ça capte pas bien du tout. J'ai pas entendu ce que tu as dit, je vais pas le faire. Tu trouves que c'est plus dur de faire un vélo qu'une voiture? Moi, j'ai un peu mon idée sur la question. Oui. À fond. Pour une raison très très simple, c'est que Mais putain, tu vas dessiner? Oui, merde. Ah ouais. Ok. C'est ce qu'on essaie de te dire depuis 1 heure. Voilà, merci. Ah, je savais que
pouvez compter sur vous. C'est que le vélo, tu dois pas dessiner que le vélo, tu dois dessiner le cycliste. Et il faut que tout touche, il faut que les pédales touchent les pieds au bon endroit et tout ça. Donc et puis c'est une architecture qui est ça. parfois pas. C'est très étonnant et comment dit-on en fait, on a du mal à s'imaginer qu'un genou doit être devant l'autre quand il y a un personnage à vélo. C'est hyper dur, effectivement, de bien Voilà, bien donc donner je préfère l'impression. largement faire des... D'accord. Donc tu fais une 2 chevaux là, on est d'accord. Là, je On fais parlait une Bourvil, donc il fait une 2 chevaux, oui. Une je fais vaillante une 2 chevaux. Ferrari 99P, celle qui a gagné les 24 heures du Mans cette année. Ça ne se voit pas pour l'instant. Les vélos, c'est les trucs les plus durs à dessiner. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec Denis Benjamin qui, pour ne pas faire de vélo, a choisi de situer son action dans l'espace. Pour ne pas faire de roues, parce que les Je ellipses, vous écoute là, c'est une pourquoi catastrophe. vous me disiez qu'il fallait que je dessine? Bah oui, mais quand tu dessines, tu te tais. Avant, tu parlais, mais tu dessinais pas. Quelles sont vos Alors, questions? Posez-moi des questions. On va chercher. j'ai une question à te Je vous poser. répondrai avec beaucoup d'agression. Attention, je vais jeter un pavé dans la mare, mais quelque part, je trouve qu'il a été déjà un petit peu jeté. J'ai lu, alors j'ai pas eu le temps de lire tous les tomes que tu as fait de Michel Vaillant, mais j'ai quand même lu le début de la nouvelle saison. Ouais. Et directement, l'action se déroule avec quelque part des notions de bien de notre temps, en fait, où on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, vouloir être dans la performance automobile à tout prix, gagner des grands prix, est-ce que c'est un peu... on a des personnages qui s'interrogent de savoir si l'écurie Vaillant ne devrait pas se mettre à faire des vélos électriques, par exemple. Et puis on a également... j'ai vu que vous aviez ramené un personnage qui avait un peu disparu de la mythologie, le fils de Michel Vaillant, qui lui décide de travailler... sur un moteur électrique. Est-ce que c'était nécessaire, d'après toi, alors je sais bien que tu n'es pas le scénariste, mais est-ce que ça te semblait nécessaire d'opérer un petit peu ce virage dans Michel Vaillant, c'est-à-dire on peut pas continuer de raconter indéfiniment oui la performance, oui les bagnoles. Il fallait opérer un petit peu cette notion du progrès technologique et en même temps de la protection de l'environnement. En fait, le principe est très simple avec Michel Vaillant, c'est que ça a toujours été des histoires qui parlaient de l'époque contemporaine. Donc on a l'impression que, plusieurs personnes nous ont dit quand on reprenait Michel Vaillant, ah super, vous allez faire un truc dans les années 60, à la belle époque. Pas du tout. L'esprit de Michel Vaillant, c'est toujours de parler de ce qui se passe maintenant. Donc c'était logique de parler de toute façon, aborder des thématiques qui étaient très actuelles à ce moment-là. On a commencé, la saison 2 a commencé à être écrite dans les années 2010. On était dans plein contre-coup de la crise de 2008, donc c'est pour ça qu'on parle de choses beaucoup plus actuelles. Et puis surtout, très simplement, c'était une volonté de la part de Philippe Gratton d'ancrer Michel Vaillant dans quelque chose de plus réaliste, plus concret, plus adulte presque. Et c'est pour ça qu'il y a eu qu'il a voulu d'ailleurs se faire accompagner par Denis Lapierre au scénario. Donc, parce qu'en fait, Philippe Gratton faisait les scénarios de Michel Vaillant depuis les années 90. Et au bout de 70 albums, il commençait en effet à en avoir un peu marre de tourner en rond. Et il a voulu tout casser et tout refaire. Donc, il a écrit des axes... des axes de scénario qui étaient assez forts, où il s'est permis de faire des choses. Son père lui avait dit, son père Jean Gratton, le créateur de la série, lui avait dit faites des choses que j'ai jamais osé faire, surprenez-moi. Il ne vous voyait pas son fils, il disait ça aux deux scénaristes. Et c'est ce que Philippe a essayé de faire en poussant Michel Vaillant dans des endroits où on n'était pas encore allé. En réalité, le problème avec Michel Vaillant n'est pas d'essayer de trouver des sujets qu'on n'a pas fait. En réalité, le problème avec Michel Vaillant, c'est de faire le choix dans tous les sujets qu'on peut aborder. L'automobile est un monde qui est en changement constant.
Donc on peut sans arrêt parler d'une nouvelle course, sans arrêt parler d'un nouvel enjeu, et en fait on a de la matière pour parler encore pendant des années, de faire encore des albums et des albums de Michel Vaillant. La preuve en est donc le tome 8, non pardon, le tome 10 de la nouvelle saison, Pikes Peak, que j'ai fait. C'était la première fois qu'on parlait de la course de Pikes Peak. En fait on l'avait jamais fait, et pourtant Pikes Peak ça existe depuis très très longtemps, mais jamais dans Michel Vaillant elle était apparue. C'est une course mythique. Là, dans le prochain, on va parler de Indianapolis, des 500 miles d'Indianapolis. On n'en a pas parlé depuis les années, je sais plus, années 80, je sais plus. Ça fait très très longtemps. En fait, il y a plein de sujets automobiles qu'on peut faire quasiment en boucle, parce que le temps qu'on fasse tout le tour, il se passe 10 ans, et en 10 ans, il y a plein de choses qui changent. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, monsieur Garibizi. Denis Benjamin dit la question suivante, est-ce que Michel Vaillant va se déconstruire? Michel Vaillant, il a commencé sa déconstruction en... Alors, est-ce qu'on parle de Michel Vaillant, le monsieur, ou Michel Vaillant, la série? Parce que la série se veut plus féministe dans le sens où on donne beaucoup de place, le plus de place possible aux personnages féminins. Donc maintenant, en particulier maintenant je dis à partir du tome 10, fin du tome 10, spoiler, celle qui gère l'industrie Vaillante, maintenant c'est sa femme, c'est Françoise Vaillant. Denis précise le monsieur, pas la série. Monsieur. Alors le monsieur, il se déconstruira, il se déconstruit par la force des choses, parce qu'on essaie d'être pas trop con. Et surtout avec une clé de maintenant, combien ? il ne va pas devenir homosexuel, hein, ça suffit maintenant. On n'est pas ce genre de zozo. Pardon, excuse-moi. Non, en fait, Michel Vaillant, on essaie de le faire agir de la manière la plus cohérente avec ce que sont les valeurs des scénaristes. Donc, si moi je l'écrivais, peut-être qu'il serait différent. Mais tel qu'il est écrit, je trouve que ça va, il n'est pas encore trop macho. En tout cas, il est moins qu'avant, je pense. Et après, hélas, ce n'est pas dans mes mains. Ça n'est plus. Mais on va se construire par la force des choses. Il y a quelque chose qui est un peu frappant, en tout cas. Je pense qu'on n'a pas de mal, on va dire, la BD nous a habitués à ça. On n'a pas de mal à voir Astérix ne pas vieillir. On n'a pas de mal à ne pas voir Boule et Bill vieillir, à voir un chien qui a 60 ans dans Boule et Bill. Dans Michel Vaillant, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Mais je pense qu'il y a un effet saison aussi. La nouvelle saison, je vois ça comme une sorte de semi-reboot, parce que finalement, ça place l'action de nos jours. Mais finalement, on a son enfant qui a grandi, et lui, il est un peu monolithique, il vieillit pas. Alors, est-ce que Michel Vaillant va vieillir? Et puis, est-ce que vous avez déjà eu des discussions sur ce sujet-là? Bien sûr. En fait, on est confronté à deux choses. On voulait faire apparaître son fils grand. Donc, si Michel Vaillant a eu son fils quand il avait... Je sais pas, quand il avait 20 ans. Maintenant, si son fils a 17 ans, Michel Vaillant a un minimum 37 ans. En réalité, on s'est dit... Enfin, Marc Bourne, qui reprenait le dessin des personnages, il avait besoin de savoir, comme il a un dessin très réaliste, il avait besoin de savoir quel âge il donnait à Michel Vaillant, et donc il lui a donné en gros la quarantaine. Ce qui est tout à fait probable en tant que pilote de course, pilote de F1 et tout, parce qu'on a un excellent exemple dans la personne de Fernando Alonso, qui continue la course automobile alors qu'il a 42 ans passés, je ne sais plus quel âge il a, et qui est toujours capable de faire des podiums. Et même plus s'il était dans la bonne voiture. Donc en fait, on a fait vieillir Michel Vaillant de 20 ans en 60 ans. En gros, entre le moment où Michel Vaillant est apparu dans la série et le moment où Michel Vaillant, où on a repris Michel Vaillant, on l'a fait vieillir de 20 ans. Maintenant, ça n'a pas de sens qu'on continue à le faire vieillir si on veut continuer à le faire courir. Donc là, je pense qu'il va rester stable. Il va rester à cette petite quarantaine pendant... alors ça j'en sais rien, c'est les scénaristes c'est le scénariste d'ailleurs, Denis Appia, qui en fera ce qu'il pense bon. Mais la période de vieillissement avancée et accélérée a été effectuée il y a une douzaine d'années, et désormais je pense qu'il est mûr.
très bien. Il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité un petit peu dans ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais du on travaille sur le prochain album. À un moment donné, je crois que tu avais arrêté de travailler sur la série. Tu n'as pas fait le tome 10, c'est ça, ou le 11, je ne sais plus. Alors, j'ai travaillé sur les 10 premiers albums, j'ai fait le tome 1 à 10, et puis je voulais faire autre chose. J'ai demandé à ce qu'on trouve quelqu'un pour me remplacer, ce qui a été fait pour le tome 11. Malheureusement, celui qui m'a remplacé, en fait, n'était pas assez rapide, il était un peu trop lent sur les dessins de décors, de voitures à décors. Donc on m'a rappelé pour me dire est-ce que tu peux revenir sur le 12 s'il te plaît, parce qu'il faut vraiment qu'il sorte pour les 24 heures du Mans 2023, comme c'est un album anniversaire, enfin c'était pour les 100 ans des 24 heures du Mans et la 100 ans de la naissance de Jean Raton. Je suis revenu pour le tome 12 en leur disant par contre il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre pour la suite parce que je ne vais pas faire la suite. Parce que je voulais faire d'autres choses et c'est ce qui se passe. Donc moi je suis en train de bosser sur d'autres choses. Je ne peux pas encore vous en parler parce qu'il n'y a pas encore de contrat signé. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'automobile, Michel Vaillant, ni même l'époque contemporaine. Enfin l'époque actuelle. Voilà, donc moi je suis sur d'autres choses, mais par contre je suis évidemment toujours très proche de l'équipe Michel Vaillant et je dis toujours on et je dis toujours nous parce que on continue à dédicacer ensemble, je continue à parler en leur nom par la force des choses parce qu'on me pose des questions sur la série et tout ça, et que je claque pas du tout la porte. On verra bien si un jour j'ai de nouveau le temps d'associer dessin de Michel Vaillant et dessin d'autres choses. S'ils veulent bien de moi, déjà, on verra bien. Voilà, donc j'ai arrêté Michel Vaillant une première fois et j'arrête de nouveau une deuxième fois pour essayer de faire... Je vais saisir cette balle au bond parce que Noé me disait hors antenne que il me parlait un peu de tes envies et de tes projets. Est-ce que tu veux déjà on peut dire que t'as fait une bien belle de chevaux. Alors c'est vrai que on voit que tu sais dessiner une voiture, hein, ça y a pas de problème. Même si tu t'en défendais tout à l'heure. Vas-y, je te propose de faire page blanche à nouveau, Benjamin. Et puis... Attends, il manque un tout petit truc. Parce que là... Il manque une onomatopée aussi, non? Oui. Il manque un pilote dans la voiture. Je m'amuse souvent à le planquer pour pas me faire chier à le dessiner, mais oui, en effet. Non, je plaisante. Aurélien dit il manque le sol, il n'est pas palpable. Aurélien, je sais que tu le ferais mieux que moi, donc la prochaine fois tu viens, d'accord? C'est en préambule de la question suivante, le fait que tu sois de la même manière que un artiste, on l'attend sur le créneau sur lequel il est déjà bon. Est-ce que si ça a été heureux à un moment donné pour toi d'être bon en voiture et que ça t'a permis de trouver du travail dans la BD, est-ce qu'aujourd'hui c'est absolument un avantage ou est-ce que ça peut te bloquer parfois dans tes choix de carrière ou plutôt dans ce qu'on est capable de te proposer? En fait, je pense que je souffre de la même chose qu'un acteur qui est connu pour un rôle. On ne compare pas aux acteurs, c'est juste que le principe d'être connu pour quelque chose fait qu'on ne va généralement te proposer ou ne faire référence à toi que par rapport à cette chose-là. Donc je me disais, ça faisait un petit temps que je me disais, si je veux un jour pouvoir faire autre chose de ma carrière que de la bagnole, il va falloir que je le montre et que je prenne une décision radicale à un moment donné, c'est-à-dire de quitter Michel Vaillant, parce que sans ça, je serais toujours connu comme le gars qui fait Michel Vaillant et voilà, rien d'autre. En fait, j'ai un exemple avec un collègue qui est le Christian Papazoglakis, qui est l'ancien dessinateur il bossait sur Michel Vaillant avant que j'arrive. C'est notre équipe qui vont remplacer son équipe. Et lui, il fait toujours des dessins de bagnole, il le fait super bien. Par contre, il aimerait bien faire autre chose. Et quand il a essayé de faire autre chose, ça n'a pas très bien marché, où on lui demande toujours de faire un peu tout le temps de la bagnole, donc il est un peu coincé dans le truc là, et c'est le truc auquel je voulais pas arriver.
Donc moi, j'ai voulu quitter Michel Vaillant, non pas parce que j'aime pas faire la bagnole, d'une part parce que ça me lassait de faire un peu tout le temps la même chose, et aussi parce que je pense qu'au bout de 10-12 ans, il est temps que je montre que je sais faire autre chose. Et que j'ai eu la chance d'avoir enfin, grâce à ça, j'ai des contacts évidemment avec beaucoup d'éditeurs, hein, quand on fait une série connue et que, comme moi, on aime bien parler aux gens, même s'ils n'écoutent pas. J'ai aucun problème à entretenir un réseau professionnel qui me permet de rencontrer des gens et proposer des nouveaux projets. Donc là, j'ai pu proposer un nouveau projet, on m'a proposé des nouveaux projets, et donc des choses qui n'ont rien à voir avec Michel Vaillant. Et donc, ça me fait beaucoup de bien. Malo demande si pour arrêter Michel Vaillant, tu as utilisé des hypnoses ou des patchs. J'ai utilisé. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de dessiner en blanc. J'ai utilisé la colle à rustine. Je sais pas pourquoi je réponds à ces conneries. Parce qu'on attend que tu y répondes, du plus grand des sérieux. Je ne consomme plus d'essence que 2 fois par jour. C'est déjà pas mal. Voilà, vous vouliez que je dessine autre chose ? Oui, Oui, qu'est-ce que tu avais en tête ? Moi, je fais enfin, ton défi ou le tien ou le mien ? vas-y, Noé, tu m'as dit que tu avais quelque chose à proposer. Ça peut être rigolo, ça, ouais. Pour finir, ou peut-être qu'on aura le temps, enfin, quoi qu'il est 21h56, ouais. on peut continuer. Ouais. Je te propose, Benjamin, si tu veux bien, de nous faire un mash-up de 2 albums. Tu vas me faire un fan art mash-up de Yakaru Pays des Loups et de La Machine qui rêve. Va falloir que tu nous expliques un petit peu, là. Il y a de la private joke dans l'air. C'est pas de la privée joke, non, mais Benjamin va expliquer que c'est 2 albums qui ont beaucoup marqué sa vie artistique. Ouais, alors déjà, il y a quelqu'un qui dit il manque les rétroviseurs. Sachez que les 2 chevaux de ces années-là n'avaient pas de rétroviseur, c'était optionnel. Pour ça, j'en ai pas. En plus, c'est moi qui ai dit ça. Et toc. C'est moi qui ai dit ça, mais je me cache derrière l'identité atelier virtuel dans les commentaires. Donc, Yakari et Machine qui rêve. Un mash-up entre les deux. Ouais. Bon, faut que tu nous expliques un petit peu. Attends, pendant que tu réfléchis, Benjamin, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi il parle de ces albums-là. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est pas des albums de bagnole, on peut le dire. Il faut savoir un truc. Je n'ai jamais eu un seul Michel Vaillant dans la bibliothèque de mes parents quand j'étais gamin. Tous les Michel Vaillant que j'ai lus, je les lisais chez un cousin ou chez des copains. Je lisais pas Michel Vaillant quand j'étais gamin. J'aimais beaucoup lire ça, mais c'était pas un truc qu'on achetait dans ma famille. On achetait Yakari, on achetait Bully Bill, on achetait Lucky Luke et tout ça. On achetait Torgal. Torgal, ça m'a pas mal impressionné aussi. Alors, comment est-ce que je peux faire ça ? Quand vous dites Machine qui rêve, on parle du Spirou, là, Spirou et Fantasio. Tout à fait. Qui est dans un style un tout petit peu plus réaliste, très étonnant, à contre-emploi de Tom et Jean-Ry. C'est ce qui nous avait sorti complètement de Spirou. En fait. Enfin, c'est pas ça. Pour moi, quand j'avais découvert cet album-là, j'avais dit putain, ils peuvent aller beaucoup plus loin en fait avec un personnage comme ça. C'était la première fois qu'on voyait vraiment une évolution du personnage graphique en fait qu'on n'attendait pas. Ouais, et j'ai adoré ce bouquin. C'est un des albums qui m'a donné. Yakari au Pays des Loups, c'est un album que j'ai limé, je l'ai lu. J'aimais beaucoup Yakari. C'était quand je voulais une bande dessinée quand j'avais 10 ans, je demandais à mes parents un Yakari. Et Yakari au Pays des Loups, c'était une BD que ma maman aimait beaucoup et que quand je l'ai eu, j'ai dit ah oui, c'est trop bien. Et puis qu'est-ce qui attends, comment il est ? Ah mais non, il est pas comme ça le petit Yakari. Il est plus bonjour, c'est Yakari, j'ai beaucoup mangé de noisettes. En fait, Yakari, il y avait toujours quelque chose d'assez génial dans le dessin de la nature, le côté contemplatif. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup quand j'étais gamin. Et j'arrive pas à le dessiner, c'est absolument horrible. Noé, t'es un connard. Je sais. En fait,
En fait, par contre, Machine qui rêve, c'était. Je me souviens avoir copié des cases de Machine qui rêve, tellement je le trouvais génial comme album. J'avais hâte de lire le suivant, et évidemment, Tom et Jean-Marie n'ont jamais fait un autre. C'est un peu triste hein, d'ailleurs de se dire ça, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous affirmez tous les deux que c'est un album qui a été un choc pour vous, et en fait c'est le dernier du duo, et apparemment je lis qu'il n'y a pas de Spirou pendant 6 ans après cet album-là. Donc, on Ouais, dirait mais que après. ça marque un point d'arrêt à la Oui, mais série. c'est aussi, je pense que parce qu'il était différent, ça n'a pas plu à tout le monde. Je ne sais pas dans quelle mesure il s'est bien vendu ou pas. Je sais pas dans quelle mesure ils n'en avaient pas juste ras le cul de faire du Spirou, c'est tout à fait possible aussi. Et en fait, le truc, c'est que cet album nous a marqué, enfin moi en tout cas, cet album m'a marqué, cet album, et il y avait plein de choses dedans que je trouvais très très, très, très cool. Maintenant, il existe, c'est cool. C'est pas grave si, bon bah voilà, après ils sont passés à autre chose et tout ça, mais tout le travail qu'ont fait Tom et Jean-Marie, je l'ai redécouvert grâce à ça. Et, euh, et, euh, et voilà, je les remercie. C'est aussi grâce à eux que je fais de la BD. Oh. On a Malo qui dit ivre, il dessine Yakari qui se tape ses côtés. Quoi? Malo dit ivre, il dessine Yakari qui se tape ses cotines. Oui. C'est drôle parce que quand tu dis Ah, qui se tape, ouais. après il y a un blanc, tu sais, il y a Ah. comme si le micro disait ah top, il va dire une horreur. Ah, non, mais c'est la censure Twitch. Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai rencontré plusieurs fois Derib, le dessinateur des Yakari. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois quand je suis allé en festival en Suisse. Et il s'est passé un truc assez marrant, c'est que grâce à un journaliste d'une radio suisse, En Suisse, c'est pour ça qu'il il a a deux fait une rides interview d'ailleurs. croisée. Pardon, excuse-moi. On a fait une interview croisée où on parlait de Michel Vaillant et de Yakari, enfin, du travail de Derib, plus précisément. Et en fait, ensuite, j'ai revu Derib à Bruxelles. Il était en dédicace chez Multi BD, non, chez Bruxelles, juste à côté de l'atelier où on était justement avec Ben Beka. Et je lui ai apporté mon livre de Yakari au Pays des Loups. Et j'ai fait dédicacer mon Yakari au Pays des Loups de quand j'avais 10 ans. Et après, je l'ai montré à mes parents. C'est une de mes seules dédicaces. Et j'en suis super fier. Voilà. Super. Et du coup, tu lui as pas fait C'est dédicacer sa ensemble. nouveauté. Bravo. Hein. Nous, Non, ben effectivement, il devait être agacé. Oh, on me propose encore cet album que j'ai fait. Voilà. Mais bon, il l'a gentiment fait. J'espère que tu lui as dit que c'était la quintessence de son art à l'époque. Alors, ouais. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Non, mais parce que tu sais, Non. enfin, on a parlé pas mal on a fait des émissions dédiées aux dédicaces, enfin, Ah oui, sur oui, le thème d'accord. des dédicaces. Donc déjà, t'arrives avec un vieil album tout décati, tu lui achètes pas sa Ah, mais nouveauté, et potentiellement tu pourrais lui j'ai fait dire, tout ce qu'il y a de pire. c'est ça. Mais il l'a gentiment dédicacé. Il m'a fait une petite tête de Yakari. Mais en effet, je pense que j'étais pile poil dans le rouge par rapport à ce qu'on demande normalement ce qu'on ose demander à des auteurs en dédicace. Mais bon, enfin, c'était un symbole. Et je lui ai dit ce que à mon avis, des centaines, des milliers de gens lui ont dit. Oh là là, je lisais ça quand j'étais gamin. Oh là là, c'est vraiment super. Si vous savez comme ça me fait plaisir. Oh là là, je le montrerai à ma famille. Des trucs. Mais parlez. Je dessine, ne faites pas attention à moi. Non, on te regarde aussi, on On te regarde, c'est rigolo ce que tu fais. Oui, on aime on bien. est spectateur de. Donc c'est quel tome de Yakari dont vous parliez précisément? Au pays des loups. Il y a qu'un pays des loups. Une couverture, tu sais, avec des loups en plongée avec Ah, je Yakari vois. au milieu. Elle est La très couverture Elle est très marquante, cette couverture. Très réussi en effet. T'as tous les loups qui le. Ah putain, je viens de comprendre un truc par rapport à des. Ouais. Voilà, À l'album, ah, ça y est. vous saurez dans 2 ans pourquoi je viens de faire A.
quand sortira un de mes albums de la suite de Michel Vaillant qui n'a rien à voir avec Michel Vaillant. Et Noé rigole parce qu'il a compris. Ah, purée, moi je l'avais. Ah, c'est marrant. J'avais une plongée en tête alors que c'est une contre. Je sais pas. Pourquoi j'avais une plongée en tête? Quelle autre couverture j'ai en tête avec des putains de loups? Ah, je sais plus. Alors, Valérie nous Ouais, dit si, si je vous lisais quand j'ai. Attends, ah oui, le je vous lisais quand j'étais gamin, c'est terrible, je prends 20 ans à chaque fois. Ouais. Bah, moi, ce qui est marrant, c'est qu'on me le dit alors que les mecs, ils ont 60 ans, 70 ans. Mais bon, il fait un transfert sur moi en me disant eh, vous êtes vachement jeune quand même, c'est vous qui faites Michel Vaillant? Parce que moi, je le lisais quand j'étais tout petit. Je leur dis bah oui, mais c'était pas moi. Alors moi j'ai Un une vieux monsieur, technique mais il est pas. imparable, c'est faire des BD que personne ne lit, comme ça vous arrivera jamais. Oh, Oh. Alors ce mashup, ouais, est-ce que tu vas vraiment réussir à nous faire un mashup de... Oui, il est très de... fort. Hop, ah alors, oui, Mashup, je sais pas parce que. avec Si, on machine voit, il y qui a le rêve. double. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à me poser comme question? Là, je suis prêt, je suis chaud. Là. T'es chaud. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui poser comme question? C'est Qu'est-ce qui vrai t'a fait que... arriver sur l'atelier virtuel, au fait? Ah oui, tiens. L'insistance lourde et désagréable d'un certain Brice et d'un certain Ronan qui, à chaque fois, me voyait me disait eh, bah, si tu veux, passe, hein, quand tu veux. Tout simplement. Ronan Tola et Brice Cossu, qui sont Qui sont partis. deux auteurs qui débutent et qui. Ils arriveront peut-être bientôt à sortir leur premier album. Ouais, faut que j'arrête. Les gens qui connaissent pas, donc ce sont des auteurs, dessinateurs très bien installés. Et en fait, on se croisait en festival Bonsoir, régulièrement. Genelab. Pardon? Ah, non, je dis Bonsoir, bonsoir, Genelab. Genelab qui arrive. Continue, Ben. Et ben voilà, on se croisait à chaque fois. Il me disait ah bah tiens, si tu veux passer à l'atelier virtuel, c'est sympa, c'est sur Discord, ça nous permet ça nous permet de se voir sans se voir et d'échanger à la fois des moments drôles et à la fois pouvoir parler boulot. On se présente nos planches, tout ça, passe quand tu veux. Une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, je dis ouais, bah oui, la semaine prochaine. Et puis en fait, ça s'est étalé sur genre 5 ans. Et puis à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais quand même me connecter. Et il se trouve que ce jour-là, j'étais en partance pour un festival, j'étais dans le train avec mon téléphone portable. Donc, je me suis connecté sur mon iPhone à l'atelier virtuel pour la première fois, j'ai trouvé ça très drôle. Dans le train? Mais on n'a pas le droit de parler. Mais j'étais dans tu sais, sur ce qu'ils appellent la plateforme. Ah. Et alors, attends, il faut que je fasse un autre truc pour. Ah ouais, je sais. La moto. Non, je vais faire pire. Voilà. Je vous écoute. Et donc là, on Vous est en n'aviez train pas de... d'autres. Si, là, on est en train de te voir dessiner sur tablette, mais bon, je sais à coup sûr que tu es en train de revenir vers le traditionnel. Et Oui. qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, le traditionnel? Qu'est-ce que tu kiffes dedans? Est-ce que tu as découvert des nouvelles sensations? Alors, bon, il faut savoir que le traditionnel, je le faisais avant d'arriver à la tablette, évidemment. Hein. J'ai fait tous les albums d'Alter Ego. Enfin, non, j'ai fait les 3 premiers albums d'Alter Ego que j'ai fait. Donc, la première saison, je l'ai faite sur papier. Je suis passé Tu à les la as toujours, tablette d'ailleurs? au moment. Tu les as Les toujours, d'ailleurs? planches? Ouais. Ah oui, oui. Bah, c'est des demi-planches, hein, parce que c'est des planches où il n'y a que le décor. Les personnages, c'est Mathieu. Les personnages sont imprimés. Donc, en fait, il y a le personnage de Mathieu Rennes en bleu et puis le décor ancré. Et je les ai toujours. C'est d'un intérêt moyen, on va dire, je pense. Non.
Et en fait, c'est en arrivant sur Michel Vaillant que je me suis dit, j'ai d'abord les planches que j'ai faites pour le Schumacher, là, pour le dossier Schumacher que je vous ai montré, elles étaient d'abord faites sur papier. Et en fait, c'était une tannée à ancrer. Je mettais une semaine par planche à ancrer sur papier. Je me suis dit, faudrait que j'essaye autre chose. J'ai découvert qu'en fait, alors j'avais pas de sous à l'époque. Je pouvais pas m'acheter de Cintiq. La Cintiq à l'époque, donc la Cintiq, c'est la marque des tablettes la plus connue, des tablettes numériques qui permettent de dessiner sur un écran en fait. Ça, les Cintiq, Et, c'est les sur Cintiq, écran par opposition aux Intuos qui sont sur au bambou qui sont sur exactement. une tablette Exactement. juste avec une texture plastique. Les Intuos sont des tablettes qui n'ont pas d'écran, les Cintiq sont des tablettes qui ont un écran intégré, donc qui permettent de voir où tu dessines directement. Et en fait, il y avait une Cintiq qui existait, c'était la Cintiq 24 pouces qui coûtait 2000 balles, je crois, un truc comme ça. On était donc en 2011, et moi, j'avais pas 2000 balles à claquer, j'étais un auteur qui vivait encore grâce à l'aide mensuelle de ses parents, parce que c'est comme ça que ça se passe, les auteurs de BD au début, hein, tu as besoin d'aide pour survivre. Ou alors, tu as besoin d'un autre boulot. En dépit du fait qu'on prend la plus grosse part du gâteau, hein, n'est-ce pas grâce à l'étude du SNU, alors, on sait désormais. Mais nous sommes tous d'accord. En fait, le truc, c'est que j'ai découvert qu'on pouvait fabriquer soi-même une tablette avec écran intégré en prenant une Intuos, donc une tablette sans écran, sur laquelle on intégrait un écran d'ordinateur portable, une dalle d'écran d'ordinateur portable achetée d'occasion sur Internet. Et il l'a fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ma première tablette avec laquelle j'ai fait mes premiers albums, donc le premier Michel Vaillant et un album de Alter Ego, le tome 7 je crois, c'était une tablette que j'ai bricolée moi-même. Je me suis bricolé une tablette en format 16 pouces. Et j'ai fait 2 albums dessus, et puis après j'ai eu des droits d'auteur sur le premier Michel Vaillant, donc j'étais ravi. Donc grâce à ces droits d'auteur, je me suis acheté une vraie tablette avec écran intégré. Il se trouve que je n'ai pas fait qu'une seule tablette, j'en ai fait 3, 4. J'en ai fait une pour moi, j'en ai fait une pour Mathieu Rennes, et ensuite j'en ai fait une autre... Non, j'en ai fait que 3. La troisième, c'était un petit format, j'avais mis une batterie dedans pour qu'elle soit portable. Elle m'a pas beaucoup servi, mais c'était une expérience très intéressante. J'aimais beaucoup bricoler ce truc-là. Et au final, est arrivé l'iPad. L'iPad m'a permis d'un seul coup de réaliser ce rêve mouillé d'avoir une tablette numérique sans avoir besoin de la connecter à un ordi, de pouvoir dessiner partout. Je me souviens que au départ, je m'étais amusé à dessiner dans l'avion, je trouvais ça trop bien. Et puis, au bout de, on va dire, 12 ans à dessiner quasiment intégralement en numérique, j'ai eu besoin de revenir au papier parce que en fait, je me rendais compte que il y a plein de choses qu'on gagne à dessiner en numérique, il y a plein de choses qu'on perd, une dextérité en particulier, une certaine forme de contact avec le médium, et une dextérité par rapport au fait qu'on dessine souvent tout le temps à la même échelle. Là, vous me voyez zoomer et dézoomer, ça me permet de dessiner tout le temps à une échelle à laquelle je suis à l'aise, alors que le papier, tu zoomes pas, tu dézoomes pas, tu dessines et c'est tout, quoi. Donc ça, j'avais perdu cette finesse de dessin, et puis surtout aussi, quand tu dessines sur une série connue comme Michel Vaillant, et qu'il y a des gens qui te demandent si tu vends des originaux et que tu es obligé de leur dire en fait, non, je dessine sur papier, je dessine sur ordi, c'est un peu chiant. Quand je me suis rendu compte du prix auquel je vendais les quelques originaux de Michel Vaillant que je pouvais vendre, je me suis dit, ça peut être bien aussi, un petit peu, d'avoir des originaux de temps en temps. Et voilà, et je repasse donc au papier depuis un an, on va dire, un truc comme ça, de temps en temps. Et mes prochains projets BD, ce sera papier, évidemment. Et je suis très content parce que Denis vient de faire une remarque faite sur ton dessin. Moi, en t'amenant sur le mash-up de Yakari et de La Machine qui rêve, je voulais juste que tu dessines un peu avec ton dessin à toi. Et Denis de dire, c'est marrant, quand tu dessines rapidement, ton trait fait plus penser à du Genré qu'à du Graton, Benjamin. Merci Denis, ça me touche beaucoup. Je sais pas, écoute, c'est cool si c'est le cas. Oui, non, mais c'est le cas, c'est vraiment vers là que je voulais t'amener, c'est juste parfait. Merci Denis. J'en profite. C'était donc un piège. Non.
Non, c'était, ouais, c'est intéressant de voir que effectivement tu es passé par quelque part un dessin, enfin une prod même, hein, c'est au-delà d'être l'auteur ou pas de Michel Vaillant ou de sa suite, c'est une production, c'est-à-dire il y a un cahier des charges comme le serait un projet d'ingénierie. Tu es passé par plusieurs postes. Et là, on te découvre effectivement un dessin plus BD. J'ai une première question, j'ai encore deux questions à te poser, moi, avant que l'émission ne s'achève. La première, c'est depuis tout à l'heure, tu travailles en noir et blanc ou en niveau de gris. Est-ce qu'il t'arrive de faire un peu de couleur également ou pas du tout? Alors oui, 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 il m'arrive régulièrement de faire de la couleur, en particulier pour des affiches. Là, dernièrement, j'ai fait. Ouais, non, c'est bon ça. Dernièrement, j'ai fait en particulier l'affiche de l'Enduropal, une course de moto très célèbre, une course de. Hein, qu'est-ce qui se passe que je te vois pas. Mais bordel, pourquoi tu veux pas gommer? Excusez-moi. Il gomme le mauvais calque. Ah, Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mode couleur, d'accord. Pardon, j'ai changé de mode sans faire gaffe. En fait, l'Enduropal, c'est une course très très connue, une course de moto, et on m'avait demandé l'année dernière de faire l'affiche de l'année dernière, et on m'a redemandé cette année, donc c'est un truc vachement cool. En même temps, je fais des affiches, je fais 6-7 affiches par an pour le Porsche Motorsport, et à chaque fois, je m'amuse à. Alors, je crois que tu as des visuels, hein, je t'ai envoyé quelques visuels de ces affiches-là, et à chaque fois, je m'amuse un petit peu sur les couleurs, à faire des games sympas. J'avais fait aussi des affiches de festival régulièrement. Ben, il y avait l'affiche du festival de Moulins auquel nous allons tous avec l'atelier virtuel, enfin une bonne c'est partie de vrai. l'atelier virtuel ira. C'est mi-mars, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et puis sinon, dès que, bah, quand je travaille en bande dessinée, en fait, j'ai souvent des retours assez précis à faire aux coloristes. Parce que j'ai une vision assez précise de ce que je veux dans la mise en couleur. Grammaire qui s'est développée au fur et à mesure des années, une manière de travailler parfois peut paraître rigide pour certains des coloristes comme un certain NBK. Non, mais Benoît, il travaille différemment, il se pose pas les mêmes questions. Et moi, j'ai tendance à voir la mise en couleur, en tout cas la mise en couleur avec de l'ancrage, d'une certaine manière. Donc, je sais vers quoi je veux aller, donc je sais comment j'ai envie de guider les coloristes avec lesquels je travaille. Par contre, la mise en couleur, moi, je l'ai fait encore intégralement sur Photoshop. Sur papier, de temps en temps, je fais des petites aquarelles ou des trucs comme ça pour des commandes, mais j'ai pas la technique qu'il faut, enfin, j'ai pas l'habitude pour que ce soit vraiment intéressant. Très bien. Et j'en viendrai à ma dernière question a priori. Effectivement, on te voit là, donc je suis en train de passer hein, les affiches en Duropal et Festibé des Moulins. Effectivement, Ouais, bien où celle nous de serons Moulin. présents et où nous, notamment bah, tous les deux. Hein. Noé aussi, hein, tu seras présent, je Ouais, crois. Hein. Donc, ouais, ouais. j'ai la liste par ici. Je m'en vais vous la compter. Donc, à Moulin, il y aura Brice Cossu, euh, Benj- Benjamin ici présent, Noé, Christelle, Nico Siner, Thibaut et moi-même. Et donc, Et si nous tout, allons faire des choses bien. exactement, si tout se passe bien, donc on aura à disposition une salle type spectacle, théâtre, où on vous proposera des directs comme ça, comme on le fait un petit peu sur cette chaîne, avec Bien. pourquoi pas des moments De liesse. voilà, de liesse, effectivement, de conférences, de masterclass et autres joyeusetés dessinées, voilà, en direct, tout ça. Oh. On va... Je vais te demander, si tu es d'accord, Benjamin, de passer à une dernière feuille blanche. Là, on est à Ouais. 1h20 1 heure et quart d'émission. J'aimerais te proposer un petit défi. Au départ, j'étais très centré sur la voiture et tout ça, et j'avais une première idée de défi dessiné. Et puis, en fait, je vais te proposer complètement autre chose, en te posant la question.
sans pour autant nous révéler ce que sont tes autres projets, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Voilà. C'est-à-dire, si tu devais illustrer et répondre textuellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Benjamin Benetto, l'auteur de BD? C'est quoi ton projet rêvé ou tu vois ce vers quoi tu veux aller, c'est-à-dire toi, l'auteur, vers quoi tu veux aller? De la voiture, pas de la voiture, du perso, du genre plus que du Alors, graton. ouais. Alors pour l'influence, je sais pas trop, je me rends compte au fur et à mesure. Je pense qu'on peut dire que j'aimerais bien être auteur complet, tout simplement. J'aimerais bien pouvoir faire scénario dessin couleur. C'est quelque chose qui est assez courant hein, chez les auteurs de BD. C'est pas exactement une nouveauté. Bon, j'ai demandé un truc qui demande trop de travail à mon ordi. Autrement. C'est bien parce qu'à chaque fois que je lui dis de passer à une autre feuille, finalement, il commence à vouloir. Ah, Mais je c'est vais très bien. finir. Si tu veux, si tu veux. Après tout, si on suit la logique temporelle qui est appliquée à Michel Vaillant, Yakari aujourd'hui pourrait très bien croiser des hélicoptères, hein, puisque il ne vieillit pas non plus. Il aurait pu atteindre notre époque sans problème. Voilà, bon, c'est pas terrible. On voit que je gère très très mal la synthèse à la De Rib. On voit que je suis plus à l'aise dans les hélicos, bizarrement. On voit que les loups, c'est pas encore ça. On voit que la neige, j'ai essayé de copier quelqu'un et ça n'a pas marché. J'aurais dû faire à ma sauce. Donc en gros, je peux dire que ce dessin mérite un bon 2 sur 10. Je vous propose de passer à la suite. Moi, j'aurais dit 3. Si vous aussi, dans les commentaires, vous trouvez que Benjamin est trop dur avec lui-même, n'hésitez Non, pas j'aurais à dit 3 pour l'hélicoptère, il était bien. envoyez-lui de l'amour, il en a besoin. C'est pas évident, hein. Faut quand même qu'on rappelle ça. Alors, Déjà j'ai eu le loisir de constater que c'est pas simple pour tout le monde de dessiner en même temps que de répondre aux questions, et déjà je trouve que tu t'en sors très bien. Et puis aussi par rapport à quelque part ce qu'on te Ce qu'on propose, te propose, oui, bah, t'es c'est clair. arrivé, toi tu n'as pas de... Bon, moi non plus, Le filet. j'aime pas faire de conducteur, mais là on m'a un peu forcé aujourd'hui, parce que Noé voulait que je lui explique un peu ce qu'il y aurait dans l'émission. Mais en tout cas, Ouais. voilà, on te propose des choses, tu ne sais pas à quoi tu t'attends, et finalement, on voit quand même que, bah voilà, il y a quand même de la deux chevaux, de l'hélicoptère, il y a pas mal de dessins, de l'autoportrait. T'as quand même produit beaucoup, hein, en 1 heure, en 1h20. c'est l'école Graton, c'est un objet. Tu On vois, déconne. Denis, par exemple, précise que lui ne veut pas se soumettre au format de l'émission et à l'exercice parce que il trouve que c'est trop compliqué. Voilà. Mais il a pas besoin. On Qui le connaît, êtes-vous, Denis Bagram? on l'a déjà trop entendu. Et donc, c'était quoi ton dernier défi, Greg? Alors, mon dernier défi, c'était est-ce qu'il peut nous illustrer quelque chose pour nous dire, pour nous montrer sous forme dessinée, comme ça, alors à sa convenance et comme il en a envie, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est dur à dire, lui souhaiter en tant qu'artiste complet, quoi. Voilà, c'est quel, euh, quel auteur il veut être, à quoi ça ressemble, un dessin de Benjamin Benetto, l'auteur. Voilà. Ça ressemble à de la merde. Ah non, Là, Et- on peut dire que c'est- déjà tu es dans une autre approche, c'est-à-dire une approche complètement rough du dessin, avec Ouais, c'est pour m'amuser, là, pour le coup, parce qu'il se trouve que le projet auquel je fais référence, pour l'instant, je le fais de manière assez classique. Mais ça peut bouger. Ouais. Il Euh, parlera donc d'un homme avec un détecteur de métaux. et profitez aujourd'hui que vous me voyez encore parler avec Noé Monin, parce que c'est un truc à voilà. J'en doute. C'est- Je suis au bout du rouleau, je vais me coucher, je termine mon soir. Bon, bah, si tu veux finir ton live Twitch avec l'accent belge, ça peut faire, oui. dans son sûr. Ah oui. Vulgaire. On peut choisir lequel?
On peut choisir lequel? Allez, c'est celui de Belle, c'est celui de Les Bruxelles. gages, on n'a pas encore mis en place les gages, mais c'est vrai qu'on pourrait. Ah, ça veut le faire. Allez, gars. Ah, bordel. Pardon, excusez-moi. Je jure beaucoup des fois quand je bosse. Désolé. Il y a Denis et Ronan qui faisaient remarquer que c'était normal que tu saches si bien dessiner si vite, puisque tu étais à l'école Graton. Graton, gratte. Merci de lire les commentaires. Effectivement, là, j'ai le nez sur le dessin et Ouais. je n'ai pas loupé une seule blague de nos amis. Oh bah non, c'est juste que quand tu faisais quand tu faisais ton accent belge, Denis a dit c'est ainsi que la public belge. Quoi? Oh. C'est ainsi que ça a coûté. C'est ainsi que l'atelier a perdu tout son public belge À cause de l'accent. Oh. à cause de l'accent. C'est pas vrai, il le fait bien. Il y a Ronan qui nous dit au revoir aussi parce que s'il veut entamer sa morning routine à 6h30 du mat par un footing de 20 km, un warm-up, une page d'un album en projet avant de démarrer sa journée de travail à 9h, il s'agirait à 5 km, me dit-il. 5 km. Ah bah, bon courage de. Voilà. Il faut qu'il se couche tôt et il a bien raison. Bisous à toi, Ronan. Ah là, on est vraiment dans une autre approche. C'est super intéressant parce que autant t'es parti, voilà, t'es pas du tout parti des masses tout à l'heure. T'es parti sur les crayonnés dans la plupart des dessins. Là, on est presque dans de la peinture numérique. Bah, j'essaie de faire comme un jeune auteur qui débute, Ronan Toulois, qui vient de nous quitter, hélas. On a vraiment l'impression qu'il est mort quand tu dis ça. C'est juste par jalousie que je fais ça, en fait. On a tous envie un petit peu d'être Ronan. Musclé, bien dessiné. Par contre, il fait des blagues de merde, donc ça va. C'est Ronan qui est bien dessiné ou il dessine bien? Ah, il est bien dessiné aussi, je sais pas. Écoute, il se trouve qu'il est musclé, donc il est probablement bien dessiné. Je vous avoue que je n'ai jamais vu Ronan nu. Je suis pas sûr que quelqu'un l'ait vu. Voilà. Bah, on attend, on va voir les commentaires. Moi, je l'ai vu. Dénoncez-vous. Ouais, dénoncez-vous. C'était à telle séance de dédicace. Bon, voilà. Le Ronan, quand il va revenir demain à l'atelier, il va apprendre qu'il a un MeToo au cul, déjà. Bah déjà, ouais. Non, mais c'est bon, il est 22h27, on peut parler de Ronan tout nu. Alors souvent, il a un matou au cul, hein, ça n'a rien à voir, mais... Petit ange parti trop tôt faire de la muscu, oui. Ah, paraît-il qu'entre le warm-up et le petit déjeuner, il dirige l'orchestre symphonique du Mans. Effectivement. Oui, en roller. Tout ça sur une main, en chantant de l'opéra. Donc un peu de médiéval, est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre en regardant ton élu? Oui. Oui. Je dis oui. Ouais, j'ai un projet médiéval en tête. D'accord. Depuis très longtemps. Et je suis bordel, qu'est-ce que j'ai fait là? Et je suis en train de le développer, au niveau du scénario. En fait. D'accord, oui, auteur complet, tu disais, hein, tu voulais l'écrire tout seul. C'est quelque chose que j'aimerais bien. On verra bien si ça se fait. En attendant, c'est un projet d'idou que j'aime bien. Et j'aime bien revenir de temps en temps, évidemment. Et qu'est-ce que tu vas apporter donc avec le médiéval en bande dessinée si tu fais ce projet? Pas des hélicoptères. Bah, comme toujours, le but d'un... Enfin, à mes yeux, en tout cas, comment dire, le thème, le genre n'est qu'un prétexte. N'est qu'un prétexte à raconter notre histoire. Et l'histoire que je raconte derrière sera une histoire plus universelle. Pour être assez large, je veux parler du rapport au héros. Le principe du héros, le mythe du héros qu'on développe depuis toujours, surtout qu'on a théorisé énormément
Tous ceux qui connaissent le fameux, comment on appelle ça, Monomythe. le monomythe, exactement, merci. Savent que voilà, le héros, le mythe du héros a été parfaitement théorisé par des gens dont le travail a beaucoup influencé le cinéma en particulier. Le monomythe est très très utilisé dans la construction des films de cinéma. Par exemple, quand on regarde Star Wars, c'est une parfaite illustration du monomythe. Le premier, hein, après les autres, c'est de la merde. Bon, j'ai rien dit. Non, c'est pas vrai. Tu prends l'Empire contre-attaque, c'est. Ah, ça a sauté. Ça a coupé. Ouais. Ah, je disais que Mais il l'Empire revient. contre-attaque est meilleur. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et donc tu dessines une épée, ça voudrait dire que tu aimes bien l'escrime? Oh, mais comment le savais-tu Je sais pas, c'est une intuition comme ça. Oui, je fais de l'escrime artistique depuis que je suis arrivé en France, d'ailleurs, depuis 4 ans. J'adore ça. En fait, j'ai découvert par des amis de Noé que on avait le droit, quand on était adulte, de faire joujou avec des épées en métal et faire semblant qu'on se battait. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Ça s'appelle l'escrime artistique. Et c'est trop bien. Donc je fais de l'escrime artistique depuis 4 ans. D'ailleurs, ce week-end, j'étais en stage à la FAA, la formation aux armes, qui est une formation faite pour les cascadeurs et les pros de l'escrime. Alors, je ne suis pas du tout cascadeur ou pro de l'escrime, c'est pas ça, hein, mais par contre, c'est pour dire le niveau physique que ça demande, et c'était assez difficile. J'ai beaucoup souffert, mais c'était super cool. C'était super cool et j'espère pouvoir en refaire un bientôt. Et voilà, je fais surtout de l'escrime. Enfin, moi, les armes que j'ai, ce qu'on fait beaucoup au club où je suis, c'est l'épée choltaise. C'est de l'escrime Renaissance, donc avec des rapières, avec des épées un peu à la mousquetaire, comme on dit. Et là, par contre, le projet en question, on serait sur de l'escrime un peu plus ancien, plus médiéval. Et tu comptes prendre des stages sur de l'épée médiévale, du coup, pour t'en inspirer un peu plus? Ouais, si je peux, parce que c'est moins courant la médiévale, et surtout, il faut que je m'équipe. Faudrait que Demande à Antoine, hein, viens à Rennes, il va. alors, je pense que la discussion est en train de devenir très privée pour le coup. Oui. Oui, en effet, je vais demander à notre ami Antoine et à notre amie Marie, qui ont tous les deux tout un matériel. Et puis, non, moi, je leur ai déjà demandé conseil pour l'équipement. Bon, et quelle est la passion la plus forte chez toi, la plume ou l'épée? Bon, la plume, je pense, c'est toujours. Bon, en tout cas, je crois que si je pense qu'on s'approche de la conclusion de l'émission, à moins que tu n'arrives à teinter un petit peu ce dessin. Je veux pas te mettre une difficulté trop forte. À teinter. C'est-à-dire à mettre un petit peu de couleur, mais c'est-à-dire s'il le sent. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on peut te souhaiter hein, à l'issue de cette émission, de la réussite. On va dire si t'as fait un peu le tour de Michel Vaillant, c'est de la réussite dans des projets qui te sont un petit peu plus personnels et qui te font vibrer encore plus. Ah ben, merci beaucoup. Ouais. Alors, je vais essayer de mettre. On va tester un truc pour les couleurs. Il y a Hélène qui nous dit je dois filer. Bonne fin de stream à tout le monde. Merci Aurélien Brenière pour la découverte de la chaîne. Et ben merci Hélène à toi. Et puis on espère te revoir prochainement. Donc les prochains rendez-vous de la chaîne, c'est donc tous les mardis. Là, il va y avoir une pause pendant les vacances scolaires, mais on a un nouveau format qui démarre vendredi, si je me trompe pas. Ronan est parti déjà, mais le warm-up, c'est-à-dire pour ceux qui dessinent, on vous propose de suivre un petit peu de ce nouveau rendez-vous. Donc je crois que c'est à 9h le vendredi matin. En tout cas, le premier épisode sera à 9h ce vendredi matin. Ronan qui se fait cette discipline donc
de faire un warm-up, donc un dessin de chauffe le matin, tous les matins avant de commencer. Il les publie d'ailleurs sur ses réseaux. Se propose d'animer un petit rendez-vous comme ça, où plusieurs membres de l'atelier et d'autres dessinateurs qui ne font pas partie de l'atelier pourraient venir faire un warm-up sur un thème imposé. Sur le même thème imposé, donc ça peut faire une jolie petite galerie ensuite. Et pourquoi pas, il réfléchit en ce moment à essayer de trouver un système pour publier les dessins qui seraient faits en même temps par les gens qui suivent ce rendez-vous. Donc n'hésitez pas à aller voir ce nouveau rendez-vous. Et merci Hélène pour ta visite chez nous. Au plaisir. Genolab qui te remercie pour le live. Merci à toi d'être passé. Oui, voilà, merci Génolab, merci à tous, parce que vous étiez même nombreux. Il y avait quoi, 26 personnes à un moment donné? Oui, c'est ça. On est monté à 26, je crois. Et, une petite vingtaine en moyenne, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Et en plus, je n'ai regardé l'émission que sur 5 écrans en simultané aujourd'hui. C'est faux. Et Denis ajoute plus tout le stade de Bayeux. Qui ne compte que comme un viewer, c'est dommage quand même. Eh ben super. Donc ça y est, pour toi ce dessin est achevé? Oui, en fait, c'est très simple. Ce genre de technique, si on peut continuer à travailler longtemps, Oui. enfin, je peux en tout cas, dans ma manière de faire, pour préciser à chaque fois des choses. Donc en fait, tu me donnes encore 1 heure, je vais continuer pendant encore 1 heure Non, mais c'est très bien. Je pense qu'on peut. Enfin, si, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, ou Noé, est-ce qu'il te reste une. Non, tout va bien, j'ai épuisé mon stock. Est-ce que tu arriverais à nous faire. Alors, t'as pas dessiné de Vaillante tout à l'heure, mais à nous afficher en simultané ce dessin et la 2 chevaux tout à l'heure pour dire avant-après, voilà, comment t'as commencé et vers où tu vas, d'où il vient et où il va. Alors, attends, je pourrais juste cette garde de merde là. Denis demande si c'est Prince Vaillant que tu as dessiné. Oh. Et ouais, il a tout deviné, putain. Bon, bah, il est trop fort. Donc tu me disais, oui. Je dois dire que je t'ai découvert moi, dans cette émission avec plusieurs vraies cordes à ton arc, plusieurs manières de travailler. Et je suis très content. Super, c'est là pour ça. Donc on disait... Ah oui, mettre les deux à la fois. Alors il faut que je vais faire un truc. Je te complique la tâche. Voilà, pendant que Benjamin prépare ça, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, alors... Vendredi, tu as dit? Je me trompe pas la date. Alors, vendredi, ce sera Ronan, donc qui vous donne rendez-vous le vendredi 16 matin, donc je crois de 9h, si je me trompe pas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au 5 mars, voilà, après quelques vacances bien méritées. Donc, tu sais déjà qu'est-ce qu'on aura dans la prochaine émission avec toi? Eh bien, je ne sais pas encore, non. Il y a plusieurs. Il y a un programme très très long. Je n'ai plus qu'à choisir et à trouver les bons intervenants, sachant que j'ai plusieurs personnes qui aimeraient participer à l'émission, mais qui ne sont pas dispo les mardis. Donc voilà. Mais on mettra tout ça, on mettra le programme sur Twitch dès qu'on saura. Voilà. Et voilà, on peut mettre le petit Benjamin jeune en haut, le petit Benjamin vieux à côté aussi. Oui. Attends, ça serait... je fais juste... Ça, c'est l'esprit de synthèse de Noé. Merci Noé également de m'avoir accompagné sur cette Je t'en prie. J'espère que l'expérience t'a plu. J'espère que j'ai apporté quelque chose, surtout. Ah bah, bien sûr, t'as apporté quelque chose. Carrément. Il a apporté des bonbons.
Non, c'était un peu nul. Bonne soirée, Anne-Claire. Je vais pas mettre le- Qu'est-ce que t'as? Et salut Valérie. Merci à toi. Alors, on disait, oui, ah oui, avec les petites têtes là. Alors, on va descendre un peu la deux chevaux. Ah, c'est bizarre, on va descendre un peu la deux chevaux. On te découvre assez râleur au niveau des calques aussi. Toujours. Est-ce qu'il Bah, râle quand je comme bosse. ça quand vous êtes voisin d'atelier, Noé Ah putain, et tu l'as payé encore, il est pas au volant? Merci Denis, merci à toi. C'est vrai qu'au volant, j'insulte facilement les gens qui m'entourent et qui conduisent mal parce que c'est une manière d'évacuer le stress. Tout ce que je veux, c'est juste l'évacuer. Par contre, je n'ai aucune envie de les insulter dans la vie de tous les jours. C'est juste à ce moment-là, ça me paraît que voilà, c'est une manière d'évacuer. Je veux surtout pas qu'ils m'entendent. Je serais mortifié si les gens entendaient ce que je dis d'eux. Je descendrais tout de suite de voiture pour leur baiser les pieds et leur dire pardon, pardon, madame, pardon, monsieur. Ah bon, moi je pensais que tu allais sortir de la Non. voiture avec ton épée et... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon joie. Suis-moi. Bon, merci les amis, Voilà. merci pour cette belle soirée en votre compagnie. Et cette fois-ci, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Et bonne nuit à la prochaine, exactement. Bye. Au revoir, à bientôt. Bye. Je vous aime.